Heureux de vous accueillir, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International. Vous êtes sur les antennes de TV5 Monde, sur celle de RFI, émission que nous réalisons avec le quotidien Le Monde. Vous le constatez, une émission délocalisée. Nous ne sommes pas dans le studio de Paris. Nous sommes en effet venus à Bamako, la capitale du Mali, pour deux événements, pourrait-on dire. Premier événement, c'est la tenue au cours des 2 derniers jours, puisque nous sommes en direct de Bamako, du sommet Afrique-France, 35 chefs d'État et de gouvernement, autour de François Hollande pour parler des relations entre Paris et l'Afrique et pour parler du continent noir. Mais nous ne pouvons pas oublier, Monsieur le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, nous ne pouvons pas oublier que nous sommes ici au Mali, où il y a 4 ans, le pays était menacé par une poussée djihadiste, terroriste, qui menaçait donc jusqu'à Bamako. Aujourd'hui, vous n'avez pas retrouvé l'intégralité du contrôle du territoire. Est-ce que la menace terroriste reste encore présente? Je voudrais d'abord vous remercier pour l'intérêt de notre pays, la considération, toutes choses qui nous valent cette émission. Il y a 4 ans, vous l'avez dit, nous étions dans un autre contexte. Un pays à l'avenir incertain, un pays menacé de disparition, contexte très difficile. Et c'est cela qui nous a valu cette décision courageuse, je ne cesserai jamais de le dire. L'opération Serval, très courageuse, le 11 janvier. Mais est-ce que la menace 2013. Aujourd'hui est encore présente au Mali, Monsieur le Président? Hélas. Les groupes terroristes n'ont pas aujourd'hui une capacité opérationnelle semblable à celle qui était la leur en ce temps-là. Ça va les passer par là. Barkhane également qui est passé. Mais il reste encore des groupes dispersés au mode opératoire asymétrique. Alors, nous aurons l'occasion, Monsieur le Président, dans une deuxième partie de l'émission, de revenir sur la situation du Mali. Nous allons parler avec mes confrères et consoeurs Sophie Malibaud de RFI et Christophe Chatelot du Monde. Tout d'abord, sur ce sommet, donc beaucoup de questions à vous poser. Peut-être cette première, à quoi sert encore aujourd'hui, en 2017, un sommet Afrique-France? Il y a un côté néocolonial? Quand il y a ce sommet Afrique-Chine, parle-t-on de colonialisme? Quand il y a un sommet Inde-Afrique, parle-t-on de colonialisme? Non, je pense que la France est tout à fait dans son rôle. Si quelqu'un a vocation, raison, légitimité à avoir une telle rencontre avec le continent, c'est bien la France. Sophie Malibaud, RFI. Monsieur le Président, est-ce qu'au fond, l'objet de ce sommet ne se résumait pas justement à faire la démonstration que vous étiez en mesure, que vous étiez capable encore à Bamako, dans ce contexte sécuritaire difficile, de pouvoir monter un événement pareil? Chère Sophie Malibaud, grand clerc, c'est lui qui pouvait le dire quand nous avons été chargés d'organiser le sommet de 2016. À l'époque, j'avais dit au président François Hollande, c'est une gageure. C'était il y a 3 ans. Absolument. Rien n'était clair à l'horizon. Le Mali était dans l'incertitude la plus absolue. Nous n'étions pas assurés d'être dans une relative paix et un pays relativement stable. Donc rien qui pouvait permettre à ce moment-là de penser que nous aurions pu organiser un sommet de la nature de celui qu'on a organisé. Donc il n'y avait pas ce genre de calcul au départ. Je crois que ça a été un acte de foi de François Hollande par rapport à ce qu'il pensait, avec raison, être la capacité de résilience de ce pays-là. Et sa capacité de sursaut également, conformément à son fond historique, et pays qui a l'honneur en devise et la dignité. Nous avons fait tout pour que ce sommet soit ce qu'il a été. Mais quel que Christophe Chatelot, Le Monde. Quel que soit le résultat de l'élection présidentielle qui interviendra au premier semestre en France, il y aura un nouveau président. Est-ce que vous ne craignez pas que les engagements qui ont été pris pendant le sommet soient remis en question par les nouvelles autorités françaises? Non. Je crois que les engagements qui ont été pris sont des engagements de principe et qui sont conformes, me semble-t-il, moi en tout cas humblement, aux intérêts de la France. Dès lors, tout président de la République qui viendrait être élu sera tenu lui aussi
d'assurer la permanence des intérêts français. Oui, mais vous-même avez dit lors de votre discours que pendant le mandat de François Hollande, la politique française avait changé Oui. vis-à-vis de l'Afrique. Donc on peut aussi s'attendre à un nouveau changement et il y aura de nouvelles autorités. J'espère qu'il n'y aura pas un changement de paradigme aussi fort qu'il va aux oubliettes. Ce que François Hollande a tenu à observer, à savoir aucune intervention sans que cela soit légitimé par la communauté internationale et sans que cela vienne du pays lui-même. Ce sont des principes qui me semblent tout à fait logiques, régaliens. Et je crois que tout président qui viendra avec le souci de la vraie défense des intérêts français et le respect également de nos pays ne pourrait faire autrement. Monsieur le Président de la République, vous avez rendu un hommage très appuyé à François Hollande. Ça, on s'y attendait. Il est venu en aide à votre pays. Par contre, vous l'avez comparé aux autres présidents de la Ve République en France, c'est-à-dire plus de 50 ans, en le trouvant le plus loyal, sincère et authentique que tous ses prédécesseurs. Vous savez, une comparaison est toujours limitative. Non, on a bien entendu ça hier. Je sais, cher ami, mais je veux dire que je n'ai dit que ce que je sais d'expérience personnelle. J'aurais pu dire aussi beaucoup de bien d'un homme pour lequel j'ai beaucoup de respect, le président Chirac, et également aussi le général de Gaulle, que je lis et relis encore avec délectation. Mais vous dites que Hollande est plus loyal et sincère que ceux que vous venez de citer pour l'Afrique. J'ai trouvé le président Hollande loyal, sincère, et j'ai dit quelque chose qui est de... Je crois que vous avez connu Monterland quelque part là-dedans, la Reine morte. J'ai dit, respirez à la même hauteur. Respect. Nous avons senti sa respiration à notre hauteur. Il ne doit pas toiser. Vous avez regretté, vous êtes socialiste, vous avez regretté par exemple qu'il ne se représente pas à l'élection présidentielle française? La politique française est la politique française. Ouais. Les choix de mon ami sont ses choix. Bon. Quoi que j'en pense. Et vous pensez qu'il y aura une persistance dans la politique française envers l'Afrique? Hollande a dit la France sera toujours aux côtés du Mali. Moi, je note que les signes qui nous parviennent aujourd'hui ne nous inclinent pas à penser qu'il pourrait en être autrement. Je pense qu'aujourd'hui, mutatis mutandis, tout le monde s'accorde à d'abord penser que, bien sûr, j'entends quelques sons dissonants, mais pour l'essentiel, on répute avoir été opportune la décision de Hollande d'intervenir au Mali. Et j'ai félicité toute la classe politique française. Sophie Malibaud. Monsieur le Président, est-ce que vous estimez vraiment que l'époque de ce que l'on appelle, entre guillemets, la France-Afrique est révolue? Certains en doutent, car ce qu'on a pu voir, c'est que finalement, il y a toujours parfois deux poids, deux mesures, des régimes qui persistent à enfreindre un petit peu les lois de la démocratie et qui ne sont pas plus gênés que cela. Vous savez, moi, je n'ai pas l'habitude de donner des leçons à mes pères ou de mener leur politique intérieure. Chacun de nous est tributaire de sa formation, de sa culture, de son cursus quelque part, qui nous formate. Et les pays ont leurs habitudes et leurs traditions. Je laisse à chacun. Et ce qu'on appelle la France-Afrique, j'avoue que je ne sais pas trop ce que ça veut dire. C'était la France des réseaux, vous le savez bien, un peu secret, un peu dissimulé. Les visiteurs du soir, on en dit beaucoup de choses, on a dit beaucoup de choses et quelquefois des choses dont la vérité est très très lointaine. Bon. Donc finalement, ce que vous nous dites, c'est que ça n'a pas autant changé que cela? Ah non, je n'ai pas dit cela. Vous savez, dans votre langue, je suis très précis. Je n'ai pas dit cela. Je dis simplement que ce qu'on appelle la France-Afrique est un fourre-tout dans lequel il y a le meilleur, il y a le pire. Et aujourd'hui, ce que je sais, c'est que le président Hollande n'a pas eu avec nous des relations qui pouvaient, par quelque biais que ce soit, tendre à penser que c'était un système de réseau ou d'influence. D'abord, nous sommes des hommes de principe que nous connaissons depuis longtemps. Chacun de nous tient beaucoup à sa dignité et n'entend pas se dicter et se dire le là. C'est ce qui fonde nos relations d'ailleurs. Moi, j'ai connu Hollande il y a des dizaines d'années maintenant. Et nos relations ont toujours été empreintes du plus grand respect réciproque et de la plus grande considération.
Donc c'est vraiment une pratique que je n'ai pas connue, que je n'ai pas admise dans mes relations avec quelque chef d'État que ce soit. La politique du Mali se fait au Mali, se dessine au Mali, et se conçoit au Mali et s'exécute au Mali. Mais vous parlez de respect en parlant de François Hollande. Lors du son premier sommet africain, c'est le sommet de la francophonie à Kinshasa, où il avait ouvertement snobé, disons, un certain nombre de dirigeants africains, considérant qu'ils avaient été mal élus ou qu'ils s'éternisaient un peu trop au pouvoir. Hier, on a vu de grandes embrassades, presque de la chaleur avec un certain nombre de dirigeants, ceux-là même qu'il avait critiqué. Il a changé. La France, finalement, a changé d'attitude vis-à-vis de ces régimes qui prennent quelques libertés avec la démocratie. Cher ami, je n'étais pas au rendez-vous de Kinshasa. Vous savez de quoi je parle. Non, je ne joue pas. J'avais suivi à l'époque. Et bon, je crois que quand on gère, quand on arrive aux affaires, vous savez, ça nous arrive à tous, on est un peu rigide par rapport à beaucoup de choses. Ou naïveté. Dans la partie, non, pas de la naïveté. Mais Hollande appelle à une meilleure gouvernance, à une transparence, le président. François Hollande est loin d'être naïf, croyez-le bien. Et je pense que on se dit après coup, j'imagine, dans son cas, je suis président français, pas président de tel pays africain, nos principes sont connus, nous les affirmons, nous les disons, nous écoute qui veut nous écouter. Pour le reste, il appartient aux peuples africains de savoir quoi faire. Il leur appartient de décider. Est-ce que le défi sécuritaire dans la bande sahélo-saharienne, finalement, n'est pas un peu en train d'imposer ces relations? On le voit, par exemple, le président Idriss Déby du Tchad est un pilier central du dispositif sécuritaire français de Barkhane. Il est lui-même à la tête du pays depuis plus de décennies. Est-ce que finalement, l'impératif sécuritaire n'est pas en train de dominer? Vous savez, Madame Malibo, il y a des chefs d'État de pays que je respecte beaucoup, et notamment une très grande dame d'État qui nous a fait l'honneur ainsi de se rendre auprès de nous ici au Mali, et dont la gestion de l'État est habitée très positive pour son pays, et qui va sûrement être reconduite pour la 3e et la 4e fois. Les pays ont leurs particularités qui ne peuvent pas toujours être normés comme dans d'autres pays. Chaque pays a ses spécificités, a ses particularités. Je ne mêle pas de politique intérieure d'un pays frère. Je note simplement qu'en ce qui nous concerne, nous, Maliens, nous n'avons qu'à nous féliciter des relations avec un pays comme le Tchad, que le Tchad est venu au Mali dans un contexte difficile et que les soldats tchadiens ont payé le prix fort sur les roches du TRR en appui à l'opération Serval. Et cela mérite qu'on le respecte. Cet objectif sécuritaire mobilise énormément de moyens financiers, humains. Est-ce que vous ne regrettez pas que ça en mobilise trop au détriment de ce qui pourrait être consacré pour le développement? C'est que les questions de sécurité et les questions de développement sont intimement liées. Est-ce que hier, notamment durant le sommet, il n'aurait pas fallu parler un peu plus de développement et un peu moins de sécurité? Le développement n'a pas été omis, on en a parlé, mais vous avez parfaitement raison que l'une de nos difficultés, l'un de nos grands regrets, c'est que nous oblige aujourd'hui à regarder du côté de l'armée, des forces de sécurité, leur équipement. Le Mali vient d'acquérir un CASA 295, qui est un avion de transport, le premier qui vient d'acquérir d'ailleurs, à Pédor. On vient d'acheter deux Super Puma. Tout cela aurait pu être utilisé sûrement pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Mais on est obligé aujourd'hui, pour la défense des mêmes populations, de faire en sorte que nous ayons une capacité
de résistance et de défense, et également de projection dans un pays vaste comme le Mali, qui a 1,250 000 km², 2 fois et demi la France. Et donc, c'est vrai que l'argent qui est utilisé là aurait pu l'être ailleurs, et utilement. C'est réel. François Hollande a parlé, je le disais tout à l'heure, nous l'avons dit tout à l'heure, de respect de la gouvernance, de la transparence dans les élections. Il y a un cas particulier dont vous avez parlé. Vous venez de rencontrer le président Déby, qui préside donc l'Union africaine. C'est celui de la Gambie. Qu'allez-vous faire si le président sortant, le président Jammeh, qui s'accroche au pouvoir contre l'avis des urnes, s'accroche? Est-ce qu'on doit se préparer à une intervention africaine? Est-ce qu'il y aura des pressions diplomatiques? Est-ce qu'une décision est prise sur la Gambie? Cher ami, hier, la question m'a été posée. J'ai répondu que je souhaite que mon frère Yaya Jammeh, donc le président sortant, j'allais dire, prenne la décision utile à son pays. Donc il se retire. Qu'il préserve son pays et qu'il fasse que nous allons éviter un bain de sang. Et s'il ne le fait pas, Monsieur le Président, que feront les Africains? Il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup de possibilités. Je souhaite simplement, et vraiment tenir à cela, que la raison s'impose et que la décision idoine soit prise par lui et par lui seul. Mais aucune décision d'intervention n'est prise au moment où on se parle. Non, pour l'instant, nous sommes encore dans le dialogue, dans la persuasion, dans l'échange fraternel. Et j'aimerais que cet échange fraternel, ce temps d'échange, soit conclu par une décision responsable et sage. C'est encore possible? Il y a encore une différence. Il y a encore une différence entre les dirigeants africains qui sont partisans d'une intervention au cas où Yahya Jammeh resterait au pouvoir à la date du 19 février prochain et ceux qui refusent absolument l'intervention. J'ai entendu des choses de cet ordre-là, mais je peux vous dire qu'au niveau de la CEDEAO, c'est nous qui les décidons. Afrique de l'Ouest, donc. C'est nous qui décidons. Et dans notre CEDEAO, il n'y a pas d'urgence. Je vous le dis. J'ai entendu n'importe quoi à ce sujet-là. Ce n'est pas conforme à mon vécu de l'intérieur. J'ai dit le 19 février, je voulais dire le 19 janvier, je rectifie. À cette date-là, précisément, qu'est-ce qui va se passer le 19 janvier si Yahya Jammeh ne bouge pas? Nous souhaitons que le 19 janvier, le président Adama Barrow soit investi, conformément à la volonté du peuple de Gambie. Vous avez évoqué le risque d'un bain de sang. Plus concrètement, qu'est-ce que vous craignez? Mais je crains que un positionnement qui serait une sorte d'acte de défiance vis-à-vis de la CEDEAO pourrait avoir des conséquences fâcheuses. C'est un vrai test pour la CEDEAO. Il en a déjà connu, la Oui. CEDEAO. Et à chaque fois, il a su réagir avec pertinence. Donc il y a eu la venue à ce sommet, la venue inattendue finalement du président élu, Adama Barrow. Est-ce qu'il va rentrer dans son pays? Je ne sais pas ce que sont les projets d'Adama Barrow, mais je vois que le 19, il sera à Banjul. Mais en ce moment, est-ce qu'il est en mesure de rentrer au lendemain du sommet et d'être en sécurité dans son pays, en Gambie? Nous ferons en sorte qu'il soit en sécurité. En Gambie? Inch'Allah. Alors, Monsieur le Président Ibrahim Boubacar Keïta, nous allons poursuivre cet entretien, parler notamment de votre pays, puis du reste du monde. Il y a une nouvelle donne cette semaine, notamment aux États-Unis. Avant cela, sur les antennes de RFI et de TV5 Monde, nous allons faire un point de l'actualité et vous retrouver en direct de Bamako dans quelques instants. À tout de suite. Retour international, nous sommes toujours en direct de Bamako, la capitale du Mali. Nous recevons le président Ibrahim Boubacar Keïta, ou plutôt c'est lui qui nous reçoit dans son palais présidentiel avec beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions. Nous l'avons vu dans la première partie, le sommet Afrique-France
avec 35 chefs d'État et de gouvernement qui se sont retrouvés ici à Bamako, sacré gageure au niveau de la sécurité, et puis bien sûr le pays face au terrorisme. Monsieur le Président, comment se fait-il que l'Afrique, et peut-être le Mali, ait une impuissance militaire à éradiquer seule cette menace terroriste? Il n'y a pas d'armée panafricaine qui aujourd'hui assurerait la sécurité et permettrait de régler ses propres conflits. Vous savez, très bonne question. Je prends le cas de mon pays. Du Mali. Si Serval n'était intervenu... Serval, l'opération de l'armée française, pardon. Nous n'avions aucune capacité interne de résistance à ce qui nous avait été promis et qui s'annonçait et qui pouvait conduire ces terroristes jusqu'à Bamako. Nous n'avions pas d'État digne de ce nom. L'armée était inexistante pratiquement. Pourquoi elle est en reconstruction laborieuse? Là également, je remercie avec plaisir, le plus grand plaisir de la France pour ce qu'elle a entrepris de faire avec l'Union européenne d'ailleurs, dans le cadre de l'EUTM, Open Union Training Mission, de formation pour nous mettre un peu à hauteur. Et joint à cela, aucun équipement digne de ce nom. Ce n'était pas une tâche facile. Il y a eu par le passé des programmes de coopération avec les Américains notamment et avec les Français. Pourquoi? Et on en est arrivé à 2012 avec un pays divisé en deux, des djihadistes et des indépendantistes touaregs menaçants. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça changerait? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, et demain surtout, l'armée malienne serait plus capable de répondre qu'elle ne l'était hier? Vous avez raison, il y avait la coopération militaire avec la France depuis toujours. Il y avait le flintlock avec les Américains, AFRICOM. Tout cela devait nous permettre d'être à hauteur et de pouvoir nous défendre. Hélas, quand la menace est passée de menace à réalité, nous n'avions rien à opposer, hélas. Pourquoi notre propos, dès l'abord, a été de redonner au Mali un outil de défense digne de ce nom. Et c'est le cas, ça progresse? Ce n'est pas encore achevé, mais c'est en très bonne voie. Déjà, au plan physique, quand vous voyez un soldat malien, c'est un soldat malien. C'est un soldat qui peut être comparé à n'importe quel soldat de tout pays sérieux. J'ai trouvé des gens presque en guenilles, sans chaussures. Et c'était tout sauf une armée digne de ce nom. Dans une telle situation, vous n'avez pas un outil de défense nationale qui vous permette la décision politique. Non. Et or, je tiens à cette décision politique. Et l'outil de décision politique, c'est une armée digne de ce nom, face à toutes les menaces qui nous sont opposées aujourd'hui. L'année 2016, Monsieur le Président, a été terrible, avec une recrudescence des attaques, plus de 92% des attaques, plus de 100% de victimes en plus, dont beaucoup de victimes civiles. Est-ce que, par moment, vous n'avez pas la crainte que ce qui s'est passé avant 2013 puisse se passer à nouveau? Non, cela ne se passera pas. Chez nous, on dit « Inch'Allah », parce que nous sommes conscients de lacunes qui nous ont valu cette situation-là, et tout ce qui peut être entrepris, qui doit être entrepris, l'est en ce moment pour que précisément nous n'arrivions pas à cette extrémité-là. Et c'est quand on ne fait pas ce que l'on doit faire pour la défense d'un pays, le prix est très lourd à payer. Hélas, je n'ai pas trouvé un pays avec un État. Je n'ai pas trouvé un pays en capacité d'être au rendez-vous de l'histoire. Toutes choses que nous sommes aujourd'hui en train, laborieusement, patiemment, mais résolument, à corriger. Comment pouvez-vous que le Mali n'ait aucune capacité de projection sur le terrain dans des zones telles que le Mali centre, la zone du Mali centre, où nous avons affaire à des zones interlacus, dont l'accès est très très difficile, sans le moyen héliporté. Tout cela est en train de se résorber tout doucement. Mais la question sécuritaire malienne n'est pas
uniquement une question de force et de répondre par la force à une menace. On en revient à Sûrement. la question du développement. Ce n'est pas uniquement une question terroriste. Les revendications des Touaregs, les revendications d'une partie de la population arabe du Nord, des Peuls du centre du pays aujourd'hui. Comment répondre à cela autrement que par la force? On a l'impression que c'est uniquement concentré sur une réponse de force. Sûrement pas. Si vous suivez, je ne ferai pas l'effet de penser que ce n'est pas le cas. Dans l'actualité malienne, nous avons souci de poursuivre l'effort de développement parce que nous savons très bien le lien entre certaines situations et certains dénuements, certains déficits de développement. Si l'on prend le Nord Mali de manière générale, si vous faisiez le bilan financier des investissements de l'État malien dans le Nord, ils sont colossaux. Pour autant, sur le terrain, vous trouvez très peu de réalisation. Beaucoup de ces financements sont peut-être dans les sables du désert. Il y a eu des problèmes de malgouvernance, des problèmes de corruption. Il y a eu également des problèmes d'insécurité. Un problème de confiance aussi peut-être, non? Surtout là, d'insécurité qui ont rendu impossible qu'aucun chantier ait pu être achevé. Dès lors qu'on le lance, que l'on commence, avec un encadrement sécuritaire puissant pour que le chantier ne soit pas attaqué, démantelé, et qu'il y ait reflux des équipes vers le sud, cela nous a beaucoup handicapés. Pourquoi nous disons que sans la paix, une paix effective, une paix réelle, co-gérée, en confiance par l'ensemble national aujourd'hui, au sortir de l'accord pour la paix et la réconciliation, d'où les patrouilles mixtes, qui permettent déjà une... Oui, on voit qu'ils ont énormément de mal à se mettre en place. À Gao, notamment, oui, mais... c'était prévu cette semaine, c'est repoussé. On voit qu'en plus, le diable est dans les détails. Il a des revendications qui reportent sans arrêt l'application des accords de paix. Cher ami, vous savez, on a l'impression que chaque fois qu'on avance, il y a une surenchère qui revient. Là, précisément, la mise en place des patrouilles mixtes se heurte au choix interne des mouvements eux-mêmes. Qui on va envoyer, qui on va pas envoyer. Et quand vous savez que dans les mouvements, il y a des sous-mouvements, c'est devient difficile. Le gouvernement du Mali n'a aucun intérêt à diviser les mouvements. Nous préférons avoir des blocs homogènes en face de nous avec lesquels discuter pour que dès lors que l'on convient d'une décision, elle s'applique. Chacun s'en concerné. Vous avez parlé durant votre discours lors du sommet France-Afrique, vous avez parlé de la sédimentation des groupes armés, donc des débris qui s'accumulent et en général qui restent qui forment un socle. Est-ce que ces groupes armés, vous avez donc l'impression qu'ils sont appelés à demeurer? Et dans ces cas-là, est-ce que la réponse militaire est une réponse valable avec eux ou est-ce qu'il ne faut pas trouver un autre moyen pour qu'ils laissent tomber les armes? Bien ami, la sédimentation des groupes terroristes, pas des mouvements armés, des groupes terroristes, c'est une réalité. Vous savez, quand ces mouvements s'insinuent dans nos sociétés avec langage religieux de type prosélytique, ils arrivent à leur fin. Des familles se créent, des liens de sang se créent. Cela est une sédimentation qui produit des effets par la suite. Nous sommes conscients de cela. Vous savez, le phénomène du terrorisme, surtout celui qui est ambiant dans nos zones, est relativement bien cerné aujourd'hui. Et nous sommes conscients qu'également, ce n'est pas une solution nationale stricto sensu qui pourrait nous mettre en situation, en capacité aujourd'hui de l'éradiquer. Pourquoi nous avons décidé de mutualiser nos éléments, nos forces, si petits soient-ils. Nous avons créé ce qu'on appelle le G5 Sahel aujourd'hui. Les 5 pays du Tchad, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et la Mauritanie.
Monsieur le Président, il y a une autre réalité que vous voyez sur les médias internationaux, RFI ou TV5, notamment en Europe, ce sont les phénomènes migratoires. Une partie importante, au-delà des réfugiés, une partie importante donc, de migrants quittent au péril de leur vie, parfois vont se noyer en Méditerranée. C'est aussi votre jeunesse, parfois formée. Comment est-ce que vous voyez ce phénomène et êtes-vous en mesure de dire à ces jeunes qui aujourd'hui ont 18 ans, votre avenir, vous avez un véritable avenir aujourd'hui au Mali ou dans ces pays? C'est un problème extrêmement difficile pour tout homme conscient, simplement. Et je prétends l'être. Plus grave encore en tant que chef de l'État. Nous devrions pouvoir créer des conditions internes pour maintenir notre jeunesse. Vous ne pouvez pas savoir combien les Maliens sont fiers de leur pays, sont attachés à leur terre. Mais les jeunes le quittent. Sont attachés à leur terre, à leur terroir. Et quand des jeunes, qui sont aujourd'hui l'immense majorité de notre peuple, en arrivent à choisir de partir, ça nous interpelle. Bien sûr. Pourquoi nous sommes soucieux de créer des conditions de développement interne telles qu'ils puissent avoir de l'emploi et l'emploi. Mais vous leur dites, Monsieur le Président, à quel horizon dans quelques années, où ça prendrait une génération? Le développement n'est pas quelque chose de rectiligne, vous savez, cher ami. Vos pays ne sont pas développés à l'entour de mer. Il y a eu là des siècles qui se sont accumulés. Nous pensons que nous pouvons aller plus vite aujourd'hui. JGSS avait raison de dire qu'à l'âge des microprocesseurs, le développement pourrait connaître un développement prodigieux, c'est le cas de le dire. L'économie numérique aujourd'hui. Nous ne désespérons pas de pouvoir créer des conditions dans nos pays, singulièrement au Mali, pour maintenir notre jeunesse. Est-ce que vous pourriez nous préciser, Monsieur le Président, quels sont vos rapports avec l'Union européenne sur ce sujet de l'immigration, sachant qu'il y a eu ce sommet de La Valette où il a été question de négociation d'accords de réadmission. On entend qu'il y a eu des accords signés, pas signés, démentis. Où en êtes-vous aujourd'hui avec l'Union européenne? Est-ce que vous êtes mis dans l'obligation de réadmettre des Maliens émigrés clandestins? Car il s'agit bien des clandestins dans ces accords. Est-ce que vous avez l'impression d'être bien compris à Bruxelles? Moi, j'avoue que je suis très clair là-dessus. Ni à La Valette, ni plus tard, je n'ai été d'accord pour la réadmission. Je comprends l'Europe et je comprends les pays européens. Je sais les débats internes dans vos pays. Mais qu'on ne me demande pas de commettre un crime moral quelque part, de pousser les miens dehors, de leur enlever tout espoir humain simplement. Mon souhait, c'est qu'ils ne partent pas. Qui ne partent pas. Donc je dois créer à l'interne des conditions pour ce faire. Et d'abord lutter contre les réseaux, les traiter de la manière la plus sévère. C'est criminel. Mais cela étant, je n'ai pas signé d'accord de réadmission. Et je n'en signerai pas. Mais qu'est-ce qui vous gêne dans ces accords? Il ne s'agit pas, pour le Mali, de réadmettre tous les Maliens qui ont quitté toute la diaspora. Toute la diaspora. Vous savez, qu'est-ce qui, dans ces accords, vous dérange tout particulièrement? Le fait que cela soit une sorte de permission de ramener au Mali dans des conditions, on l'a vu récemment, souvent infrahumaines, des êtres humains qui sont chacun en ce qu'ils sont, un autre moi-même. Je ne l'admets pas simplement. Alors, qu'est-ce que vous demandez aux Européens sur cette question? Vous voulez qu'ils agissent de quelle façon avec les immigrés clandestins venant du Mali et d'autres pays? Il ne me viendra jamais à l'idée de penser faire la loi en Europe. Au Mali, déjà, je ne la fais pas. Au Mali, déjà, c'est le Parlement qui l'a fait. Et je comprends toutes les difficultés que les pays européens ont avec ces problèmes-là. J'ai vu avec quel courage la France et l'Allemagne ont essayé de traiter cette question de manière hautement humaine. Et ce qu'il en a coûté dans le débat interne aux décideurs. Je suis conscient de cela.
Il reste que je vois aujourd'hui, dans la question de la migration, des façons de traiter différemment selon l'origine. Et cela, au plan humain, je ne l'admets pas simplement. Mais lorsque vous voyez, par exemple, l'évolution politique en Europe, avec des mouvements populistes, le refus de ces migrations, l'arrivée potentielle au pouvoir de mouvements d'extrême droite, quelle est votre réaction? Vous savez que ça va être de plus en plus difficile et que des expulsions peuvent avoir lieu? Oui. Nous verrons quand elles se produiront. Mais vous savez, je suis quand même historien de départ. Et je sais un peu comment le monde a évolué. Je sais comment se sont faits les peuplements des différents pays. Je sais comment certaines communautés ont été reçues quand elles sont arrivées. Le mépris culturel, pour ne pas dire plus, aujourd'hui, c'est apaisé, c'est intégré, ça passe. Mais il y a un élément nouveau, si on se replace dans la perspective historique, c'est l'élément démographique. Les pays africains sont des pays jeunes, une jeunesse de plus en plus nombreuse. Il y a un problème d'emploi pour eux. Et donc, c'est une source aussi potentielle d'immigration. Donc, c'est un problème. Vous attendez à ce que cette question, de toute façon, dure encore pendant une génération Moi, je considère que le plus grand défi auquel nous sommes confrontés, et pour un bon moment, pas seulement le Mali, tous nos pays, c'est cela, cette question de la transition démographique et des problèmes que sont posés aujourd'hui à nous. Population jeune pour l'essentiel, cela peut être à la fois un atout, mais également une bombe. Et donc, s'il y a un sujet aujourd'hui qu'il faut traiter avec la plus grande rigueur, avec le plus grand sérieux, c'est celle de l'emploi et de la qualification de notre jeunesse. Et dans les temps à venir, nous ferons en sorte que nous puissions à l'interne créer des modules assez puissants et montrer tout l'intérêt qu'il y a aujourd'hui à revenir à la terre malienne. Nous avons chez nous, heureusement, dans le cas de mon pays, je parle de mon pays, nous avons ce que nous appelons l'Office du Niger, que nous devons à la belle idée d'un ingénieur français, Émile Bélim, en 1938, qui a créé cette merveille du barrage de Makala, qui est un seuil régulateur qui nous permet l'irrigation d'environ 1 million d'hectares. Donc il y a un potentiel fabuleux là. Vous pensez que les jeunes ont envie de faire de l'agriculture au Mali? Qu'ils ne rêvent pas d'autre chose? L'agriculture est autre chose aussi. Et pourquoi des centres d'apprentissage également sont au chapitre, sont au programme pour que des pays amis nous aident à en créer autant qu'il le faudrait. Pour qu'il y ait une offre d'emploi assez large, assez nombreuse. Et je pense que tout ce que nous pourrons faire, nous le ferons pour pouvoir maintenir notre jeunesse à demain. Monsieur le Président, il y a un changement majeur dans la politique mondiale au cours de la semaine, c'est le changement de président américain. J'aurais 2 questions à vous poser. Est-ce que vous êtes déçu du bilan d'Obama, que l'on disait Obama l'Africain, et est-ce que vous redoutez l'arrivée de Trump? Cher ami, je n'ai jamais été de ceux qui ont pensé qu'Obama serait le président de l'Afrique. Obama est américain. Obama a été élu par les Américains pour être le président. Oui, il aurait pu être attentif quand on si certains ont eu la naïveté de penser qu'avec Obama, c'est eux qui seraient à la Maison-Blanche, ils se sont lourdement trompés. Bon. Et Trump, alors vous redoutez un changement, notamment en matière de coopération ou de migration? Je suis comme tout le monde, j'entends les déclarations de M. Trump, et en tant qu'homme d'État, j'ai mon jugement sur cela, je ne voulais pas aller au-delà de cela. Je pense que les États-Unis, comme tout autre pays, en période électorale, les choses se disent. Quand on gère, d'autres choses se disent. Devant la réalité de la gestion de l'État, on a vu certains extrêmes revenir au centre. Donc je n'ai pas d'inquiétude particulière. Pas d'inquiétude pour Trump? Non. Et parmi les changements sur la scène internationale, le président Poutine, lui, a l'air en position de force sur de nombreux dossiers dans la lutte contre l'État islamique, par exemple. Et il prend langue maintenant avec le général Haftar en Libye. Est-ce que vous imaginez un Poutine
actif sur ce terrain libyen. Et comment est-ce que vous regardez ça? Cher ami, je pense que vous touchez du doigt un point sensible. La Libye, la question libyenne est essentielle pour nous. Nous pensons au Mali que nous sommes quelque part victimes collatérales de la crise libyenne, directe d'ailleurs. Et tout ce qui peut ramener la Libye à redevenir un État digne de ce nom, stable, organisé, ordonné, nous est sensible. Et je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement de Fayez el-Sarraj a notre soutien. Et nous pensons que ce que le général a commencé de faire également vaut la peine qu'on le considère. Donc, si on peut, par un bien ou un autre, faire en sorte que cela se mette ensemble pour le plus grand bien de la Libye, sa stabilisation, c'est notre intérêt. Parce que tant que, vous savez, depuis que nous avons commencé l'entretien, on voit en filigrane ou très ouvertement la question de la sécurité exposée. Et tout est tributaire de ça. On aura beau trouver des solutions. Et j'avoue que je vois les efforts inouïs de Barkhane. Et croyez-moi, ce n'est pas une émotion feinte que celle qui m'a toujours habité quand je me suis trouvé aux Invalides lors de funérailles d'un soldat français. Quand j'ai rencontré les familles, ça a été douloureux pour moi. Et je ne fais pas dans la démagogie. C'est l'homme qui était atteint là. C'est ce jeune Français qui vient de sa Dordogne, qui vient de son Périgord, qui vient d'Alsace, dans une mission de paix, de salut d'un pays ami, qui traîtreusement trouve la mort. Mais malheureusement, je crains que nous ayons encore à pleurer beaucoup de nos jeunes gens, tant que la Libye, marché d'armes à ciel ouvert, repère de terroristes de toute acabit, et surtout avec le reflux de ceux qui aujourd'hui sont en train d'être défaits au Moyen-Orient, si cela n'est pas cerné aujourd'hui et réduit, nous continuerons malheureusement encore pour pas mal de temps. Christophe Châtelain. Est-ce que la Libye n'est pas souvent utilisée comme un prétexte? Est-ce que les racines ne sont pas plus profondes? Si on résout la question libyenne, les mêmes problèmes de radicalisme, de retour vers la religion, les mêmes problèmes de pauvreté seront là. Donc, n'est-ce pas un prétexte? Tout cela est question de développement. Il faut que l'on arrive par des projets, des programmes de développement cohérents et efficaces à réduire l'influence de ces ONG à vocation caritative, religieuses, entre guillemets, qui font quelquefois sourire quand on les a vus à l'œuvre à Tombouctou. Tombouctou qui n'est pas une néophyte en matière d'islam. Alors, quelle prétention saugrenue que de dire qu'on vient à Tombouctou pour dire le là en matière islamique. Donc là, nous avons compris cela. C'est pour ça que nous avons engagé, nous, au Mali ici, dès ma venue aux affaires, avec Sa Majesté le roi Mohamed VI, un programme de formation d'imams, 100 imams par an. Cela n'est pas indifférent, cela n'est pas minime, parce que nous savons et nous pensons que c'est par ce biais-là, puisque cela vient au niveau des idées, au niveau des prêches, par cette même voie, dire le réel de la religion sunnite, malékite, donc religion de paix, de convivialité et d'amour de prochain, qui est tout à fait autre que ce que ces gens-là ont prétendu imposer à Tombouctou et à Gao. Monsieur le Président Ibrahim Boubacar Keïta, merci de nous avoir reçus au palais présidentiel de Bamako, au Mali, à l'occasion donc de ce sommet Afrique-France. Merci de nous avoir accueillis dans des conditions de sécurité, on a pu le voir, qui étaient totales. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un autre numéro d'International sur TV5 Monde, RFI et bien sûr, bonne lecture du quotidien Le Monde.